propose peut-être qu'on commence ensemble par un petit regard transverse sur l'analyse de la situation du dialogue social en France. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce qui se passe en entreprise, dans les branches, au niveau interprofessionnel? Quel est votre sentiment général, chère Véronique? Ça dépend à quelle échelle de temps on regarde les choses, évidemment. Ce qu'on peut dire en France quand même, c'est que bien qu'on souligne régulièrement qu'il y ait un nombre insuffisant de syndiqués dans notre pays, il n'en reste pas moins que le dialogue social est quand même extrêmement vigoureux en France. On le sait bien, la négociation dans les entreprises, elle fonctionne plutôt bien. En tout cas, il y a beaucoup de négociations et beaucoup d'accords signés sur des thèmes d'ailleurs extrêmement divers. C'est peut-être la caractéristique de ces dernières périodes, c'est que ça s'est beaucoup diversifié. Avec parfois des injonctions d'ailleurs de négocier. Oui, alors d'ailleurs, je partage complètement le point de vue exprimé par Jean-Denis Combrexel dans son rapport. Quand il y a des injonctions, en général, c'est là que ça fonctionne assez mal. Quand il y a des injonctions, des contraintes, voire des punitions, à la fin, finalement, le dialogue social, c'est là qu'il devient extrêmement formel et qu'il produit peu de résultats concrets. On l'a bien vu sur l'égalité professionnelle, sur tous les thèmes dans lesquels la négociation est obligatoire. Sur l'emploi des seniors, il y a peu de résultats concrets à mettre au bilan de la négociation collective dans les entreprises. Alors, là où, quand on commence à monter dans la hiérarchie, ça explique peut-être pourquoi on a une vision un peu différente des autres organisations sur la loi travail. Quand on commence à monter dans la hiérarchie des normes, on voit bien que dans les branches, c'est devenu plus compliqué, même s'il faudrait avoir le temps de faire un bilan un peu plus détaillé, mais parce que tout simplement, les branches ont vieilli, qu'on n'a jamais réorganisé, on n'a jamais vraiment réorganisé une réflexion en profondeur sur leur utilité, mais aussi sur leur champ. L'actualisation des métiers, on a plus de 400 branches et c'est un des projets quand même. C'est pas seulement la question des métiers, c'est aussi la question de la structuration des modèles économiques, l'organisation de la chaîne de valeur qui s'est fragmentée, etc. Et on n'a jamais repensé les branches au regard de cette nouvelle organisation du système économique. Du coup, on a plusieurs cas de figure. Il y a encore quelques branches qui fonctionnent. Il ne faut pas quand même se dire... il y a des branches j'enlève le quelques. Il y a des branches qui fonctionnent. Il y en a beaucoup trop qui ne fonctionnent plus, pour des raisons diverses. Et puis, il y en a surtout un grand nombre qui fonctionnent à minima, là aussi pour des raisons diverses. Par exemple, quand il y a une taille trop hétérogène de grandes ou de petites entreprises dans une branche, on voit bien que parfois les grandes ont tendance à faire en sorte d'éviter justement que les branches continuent à jouer le rôle de régulation économique et sociale que normalement elles devraient jouer. Il y a des branches, dans mon champ particulièrement dans la banque, qui continuent à exister pour des raisons absconses parfois d'organisation interne ou de jeu de pouvoir interne difficiles à décrypter. Il y a des branches qui ne justifient leur existence que parce qu'elles se réunissent une fois de temps en temps pour négocier des salaires minima. Donc on voit bien que tout ça n'est pas satisfaisant. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on fait à la loi travail, c'est que probablement elle ne propose pas de définition ou de piste de définition de ce que c'est qu'une branche et de ce à quoi ça devrait servir. Du coup, autant on salue avec intérêt le travail qu'elle invite à faire de restructuration des branches, ça invite les partenaires sociaux à en débattre, probablement, enfin non, un peu plus loin qu'en débattre, à y travailler. Néanmoins, on pense que ça aurait peut-être été utile que la loi donne au moins des pistes sur une définition de la branche. Et alors, quid du niveau interpro, qui est la partie émergée de l'iceberg, mais qui est parfois la partie évidemment la plus visible du grand public, qui peut-être nuit à ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire un dialogue social qui produit dans l'entreprise en continu, avec des acteurs qui signent, qui s'engagent. Je ne sais pas, c'est difficile parce qu'on est avec des objectifs tellement différents de la négociation qu'on ne peut pas complètement comparer ni faire de parallèle. La négociation interprofessionnelle, elle a globalement, on va dire, deux vertus. La première, c'est de faire vivre le paritarisme national interprofessionnel qui est nécessaire. On a pu, en 2012, quand on a négocié sur justement l'évolution du paritarisme, démontrer que ce paritarisme, au niveau national interprofessionnel, sa principale utilité, c'était finalement qu'elle était capable de produire des résultats concrets aux utilisateurs, que l'utilisateur soit l'entreprise ou les salariés. Et que ce qui justifiait, ce qui faisait sa légitimité, c'était cette proximité avec la réalité du monde du travail, la réalité du fonctionnement de l'entreprise,
Et que, par exemple, en matière de formation professionnelle comme en matière d'assurance chômage, c'était tout à fait légitime, du coup, que ce soit et la négociation interprofessionnelle qui détermine les règles et la gestion paritaire qui assume la gestion des accords issus de ces négociations. Bon, c'est vrai que dans la période récente, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en dire un mot, dans la période récente, ce qui fait que la négociation interprofessionnelle est défaillante, il faut le dire, parce qu'en 2015, avec la négociation sur la modernisation du travail, avec l'accord sur l'assurance chômage, ce qui la rend défaillante, c'est plus des causes exogènes à la négociation. Tout le monde sait que la négociation assurance chômage aurait pu atterrir si on en était resté à parler du fond. C'est en quelque sorte le fait que les corps intermédiaires n'échappent pas à une espèce de... Comment on peut dire ça ? Une forme de déliquescence des corps intermédiaires dans leur ensemble, des partis politiques aussi, un certain nombre de replis sur soi, de replis sur ces enjeux internes qui font que, on peut le regretter, mais c'est comme ça, à la fois dans le monde politique, dans le monde syndical, du côté salarié comme patronal d'ailleurs, les enjeux internes sont tels qu'on finit par perdre de vue l'intérêt général, l'objectif même d'ailleurs des mandants qu'on défend, et que du coup les crispations ont empêché que ces négociations aboutissent. On pointe parfois du doigt l'excessive politisation de ce discours au niveau, pas du discours, mais du dialogue au niveau interprofessionnel. C'est votre sentiment? Est-ce que... Dans la période récente, on ne peut pas dire le contraire. Je ne pratique pas la négociation interprofessionnelle depuis très longtemps, hein, depuis 2010. Je n'ai pas eu ce sentiment entre 2010 et 2015, on va dire. Oui. Parce que, malgré tout, j'ai le sentiment, mais j'ai vécu les négociations de 2013. C'était un moment passionnant, 2013, la négociation sécurisation de l'emploi. Parce qu'on avait quand même ce sentiment que de part et d'autre, en tout cas du côté de ceux qui avaient l'intention d'aboutir, et je mets Force ouvrière dedans, parce que Force ouvrière, pendant toute la négociation, ils nous ont jamais caché qu'ils ne savaient pas s'ils allaient signer, mais ils nous ont jamais caché non plus que c'était une possibilité pour eux, contrairement à la CGT dont on savait que de toute manière elle ne se finirait pas. Donc du côté de l'ensemble de ceux qui négociaient en ayant l'intention ou pas de signer à la fin, on avait ce sentiment qu'on agissait dans l'intérêt général. Et il n'y avait vraiment pas d'enjeu politique au sens politicien du terme. Moi je me souviens d'entendre des négociateurs dans tous les camps qui disaient cette impression qu'ils avaient le sentiment d'œuvrer pour le pays et pour que le dialogue social soit capable de produire des réformes utiles pour le pays. Vraiment, j'avais ce sentiment-là. Outiller les acteurs pour une efficience économique globale. Alors c'est vrai que l'échéance présidentielle se rapprochant, d'autres échéances plus internes aux diverses organisations d'ailleurs, hein, pas seulement, vous voyez, celle à laquelle je pense. Bon, à la fois les enjeux internes et les enjeux politiciens probablement ont repris le dessus dans la période récente, mais je pense qu'on aurait tort de regarder ce que produit la négociation nationale interprofessionnelle simplement à la lumière de ces derniers mois ou même de cette dernière année, parce que quand même ce qu'on a été capable de produire, nous on le dit toujours, hein, ce qu'on a été capable de produire par la négociation nationale interprofessionnelle depuis 2008, pour reprendre une échéance qui dépasse les échéances politiques, c'est quand même pas mal de souplesse pour les entreprises, et je suis contente que le professeur Langlois l'ait souligné, il a parlé que de la loi travail, mais en tout cas dans les 2008 sur la négociation collective, 2013 la sécurisation de l'emploi, 2014 la forme pro, quand même pas mal de possibilités d'adaptation et de souplesse pour les entreprises, mais aussi, nous on le dit, beaucoup de droits nouveaux pour les salariés et de droits nouveaux qui correspondent à des droits utiles compte tenu de la transformation du marché du travail et compte tenu des mutations qu'on a à conduire aussi par ailleurs. Le fait d'attacher des droits à la personne, on n'a pas attendu le CPA pour le faire, on a commencé à le faire en 2008, on a continué à le faire en 2013, c'est exactement ce qui, de notre point de vue, est utile pour répondre aux enjeux des mutations économiques et sociales auxquelles sont confrontés. On emploie le mot travailleur maintenant plutôt que salarié parce qu'on voit bien que les formes d'emploi ne sont pas simplement liées à la forme traditionnelle du lien du contrat de travail. Bon. Donc voilà, je pense que si on regarde sur ce temps-là, depuis 2008 au moins, on a produit beaucoup de choses utiles pour les entreprises comme pour les salariés, donc il ne faut pas se laisser déprimer. Donc ne jetons pas le bébé ou le dialogue social avec l'eau du bain. Voilà. Je propose qu'on regarde, en fonction des contextes d'entreprises particuliers dans lesquels s'inscrivent nos deux DRH, nos deux responsables de la fonction RH, la façon dont ils perçoivent eux, et on va voir ce que sont leurs vécus dans leurs entreprises. Alexandre d'Hauteville d'abord, vous êtes, on l'a dit, patron des relations sociales dans un grand groupe américain. Quel est votre regard sur ce dialogue social à la française,
dont on décrit parfois les pesanteurs, mais qui n'est pas que cela. On vient de le voir avec Véronique. Alors, il y a le dialogue social au niveau national ou de branche, et de la vision américaine, c'est un peu, ils retiennent ce que Fox News ou autres journaux américains peuvent en décrire, donc je passe. En revanche, la façon dont on le vit à l'intérieur de l'entreprise, avec nos syndicats, qui peuvent être d'ailleurs cet après-midi pour certains en train de faire le tour au bassin de l'Arsenal, tout est possible en France. Mais il y a quand même quelques petites conditions. Il faut anticiper, prévoir. Il faut fonctionner en mode projet. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez à implémenter une décision ou quelque chose dans 180 pays dans le monde, ben, le dialogue social en France est une composante de ce projet. Et tout le travail qu'on a pu faire, c'était comment on passe d'une contrainte, quelle qu'elle soit, oui, à juste une donnée, un élément dans un projet. Alors, ça paraît un petit peu déshumain, déshumaniser un petit peu le dialogue social, et la façon dont on le vit. J'ai encore un exemple tout récent. On termine une information-consultation de 3 mois, où on s'est rencontrés au-delà des CE et CHSCT ordinaires, au-delà des expertises, au-delà des groupes de travail, des commissions. On s'est vu énormément de fois. On a impliqué des équipes France, des équipes Europe, des équipes américaines. Au départ, on disait, mais vous êtes complètement fous, 3 mois d'information-consultation, alors que dans d'autres pays, c'est en 2 jours, c'est pas possible. Et en fait, on arrive à l'issue de l'information-consultation, avec un avis, bon, défavorable, mais néanmoins, on a eu un travail de fond sur le projet extrêmement important, poussé par les experts, poussé aussi par les organisations syndicales et par la volonté de notre direction de partager, d'être transparent. Et on arrive au bout, finalement, bien plus armé, bien plus prêt, bien plus sécurisant pour les salariés que dans d'autres pays où ça fait déjà 3 mois qu'ils essuient les plâtres, mais nous, en 3 mois, on a pu valider des solutions, travailler ensemble et émettre des hypothèses. Donc le dialogue social, finalement, il est vu d'une façon beaucoup plus positive que ça ne pouvait l'être il y a quelques années où là, on était sur un autre mode de discussion. Alors ce qui est intéressant dans l'exemple, il peut produire alors que vous avez derrière un avis négatif. Oui, l'avis, entre guillemets, n'est pas important. Enfin, on préfère toujours avoir un avis favorable. C'est le résultat d'un jeu politique ou c'est vraiment une opposition de principe et qui n'a pas empêché de faire travailler sur le fond? Là, on était sur une opposition de principe qui se défend et qui est totalement légitime, qui a été comprise, explicitée dès le départ. Ça ne nous a pas empêché de travailler. Ouais. Au départ, quand on dit à notre corporation aux États-Unis, on a eu un avis négatif. Drame absolu. J'allais vous poser la question. Drame absolu. Bon, après, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas dans d'autres pays où on a une obligation d'un accord, ou comme dans certains pays d'Europe du Nord, là, avis négatif, certes, mais c'est moins la réaction quand on a un avis positif est aussi extraordinairement déraisonnable. Enfin, je m'explique, c'est pas l'avis qui compte, c'est la façon dont il a été construit et les recommandations ou mises en garde, parce que ça peut être aussi ça, des élus et des organisations syndicales. Donc, et c'est plus là-dessus que l'on construit, voilà. Et le CE ou le CHSCT, quand il travaille, c'est comment, au-delà de la vie, parce que c'est pas signer un chèque en blanc, au-delà de la vie, quelles vont être les recommandations de mise en garde ou de mise en place que l'on peut dérouler ensuite dans l'entreprise. Et finalement, c'est plus les recommandations ou plus les motivations de la vie, quelles qu'elles soient, qui m'intéressent. Comment est-ce que la Corp américaine, la tête du groupe, nous perçoit ce phénomène particulier du dialogue social à la française? On a dit c'est une particularité, soit. Alors, le dialogue social chez Microsoft a beaucoup mûri depuis quelques années. Il y a quelques années, c'était ce que j'oserais appeler d'immature. On entend que nous n'entendions pas parler, c'est que ça allait bien. En fait, c'est juste un chien qui dort, si je puis me permettre. Donc, on n'abordait pas les sujets, on les éludait, on passait la vie. Ce qui est arrivé arriva sur un sujet un petit peu sensible, notamment l'évaluation. Les notations, oui. La notation des salariés. Et donc, de cette notation découlant la rémunération, et elle peut être importante chez Microsoft, on est allé au tribunal, au pénal et au civil. On est allé jusqu'en cassation. Alors, on a arrêté juste avant. On a gagné, la direction a gagné, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, la Cour d'appel, chambre civile, a donné raison
à Microsoft sur la partie légalité, la façon dont nous mettions en place le système d'évaluation et la façon dont nous le suivions. Mais comme nous l'avions implémenté trop vite au moment où la corporation a décidé de l'implémenter partout en France, partout dans le monde, pardon, au même moment, nous c'était en cours d'année, avec des objectifs fixés sur un modèle et une évaluation fixée sur un autre. Donc je peux vous laisser évidemment tout ça dans un délai de 15 jours. Donc, et à l'époque, on n'était pas dans un délai contraint de 3 mois. Donc évidemment, ce qui est arrivé arriva. Nous avons été condamnés en entrave, confirmés en appel. Pour entrave, pardon, confirmé en appel. Donc le pénal nous a condamnés. Bon, néanmoins, au-delà de l'épisode juridique, ça a eu un véritable bel effet. Je le dis maintenant Au-delà avec du recul. psychodrame que pourrait être la condamnation pénale. Oui, mais maintenant c'était fait. Voilà. Voilà, on est baptisé, c'est bon, et on peut avancer. Mais du coup, loin d'être en permanence et vu comme une épée de Damoclès, au niveau France, mais aussi Europe ou monde, voilà, on a vu, tiens, il y a quelque chose qui se passe en France qui est important. Au-delà du drame et ce qui est formidable de la société américaine, c'est le droit à l'oubli. Alors, je ne fais pas d'allusion à des concurrents, bien sûr, mais c'est, vous faites une erreur, ok, dont acte, bon, on met en place un plan de rémédiation et on avance. Microsoft lui-même a reconnu que son système d'évaluation était mauvais et l'a changé plusieurs fois. Donc, on est dans le test and learn. Je teste et j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes échecs. Et avec les organisations syndicales, ça a été exactement la même chose. Et par rapport et c'est comme ça qu'on l'a présenté. Plutôt que de dire c'est la loi et c'est comme ça, c'est voilà la loi, voilà nos partenaires, voilà notre objectif en France, comment on concilie l'ensemble. Et on reviendra tout à l'heure sur la façon dont finalement ça vous a aidé à reprendre les fondamentaux du dialogue social dans cette maison. Avant d'aborder le sujet, je vais reprendre notre question générale sur le regard que vous avez sur le dialogue social en France, mon cher Alain Verbeek. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors c'est un sujet qui est très, très courant, on parle beaucoup de ce sujet-là, effectivement. Alors je vais essayer de mettre un peu d'humour, d'une touche d'humour sur un sujet difficile et qui est peu souvent drôle, mais pour le salarié, le dialogue social, on pourrait dire que l'objet d'une réunion n'est pas forcément de préparer la prochaine réunion, bon, surtout quand il s'agit du domaine social ou d'un CE. Pour un dirigeant, dire bonjour ne peut pas être la seule obligation sociale, ça c'est certain. Les dirigeants qui s'étonnent d'avoir tout fait alors qu'ils se sont contentés de dire bonjour dans les couloirs, ça ne peut pas suffire. Mais j'aurais tendance à dire que pour illustrer l'incompréhension finalement qu'on connaît en France, je raconterai cette histoire des premiers pèlerins qui sont arrivés aux États-Unis au tout début donc des Pilgrims. Ils ne connaissaient pas le pays, ils ne savaient pas si l'hiver allait être rude ou pas. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été précautionneux, ils ont commencé à couper du bois. Puis ils ont rencontré un Indien et lui ont dit écoutez, cher ami, est-ce que vous qui connaissez le pays, est-ce que vous pensez que l'hiver est rude ? Alors l'Indien a dit oui, l'hiver sera froid. Ils ont coupé encore plus de bois. Et là, ils ont reposé la question à l'Indien. On a coupé du bois, est-ce que vous pensez que ça suffira ? Là, l'Indien dit non, l'hiver sera vraiment très, très, très rude. Alors il coupe encore plus de bois. Bon, et puis il repose la question à l'Indien. On a coupé tout ça, ça vous va ? L'Indien dit non, c'est vraiment, ça va être très, très rude. Il coupe encore plus de bois. Puis ils ont un tas de bois énorme. Et ils finissent par se dire, mais il y a quand même un problème, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ils envoient quelqu'un pour dire à l'Indien, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un problème ? Quelle est votre analyse des choses ? Et l'Indien dit, écoutez, c'est normal. À chaque fois qu'on rencontre un homme blanc et qui coupe du bois, on sait que l'hiver va être rude. Donc c'est un peu ça, finalement, cette histoire. C'est une histoire d'incompréhension et qu'il faut, à mon avis, arriver à dépasser par le haut. On s'y est essayé un petit peu chez Poquelin, ça a petit peu on va raconter cette histoire en 2008. Mais, oui. En 2008, c'était un accord social et une négociation un peu novatrice. On parlait des accords de maintien de l'emploi, on parlait des accords offensifs ou défensifs, selon les cas de figure. Vous aviez une situation d'entreprise qui, je crois, en un trimestre, a vu s'effondrer une part importante de son chiffre d'affaires.
il y a eu une volonté de réaction et des choix qui ont été faits par la direction générale, et vous avez été mandaté pour mettre en musique ou... Oui, effectivement, on a souhaité emprunter des voies différentes et innover d'une manière finalement assez rapide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre chiffre d'affaires baisse de 41% dans l'année. Mon président me dit il va falloir faire quelque chose. Il me dit vous allez licencier personne, vous allez fermer aucune usine et je veux surtout pas de PSE. Donc voilà la feuille de route. C'est bien compliqué. Et donc j'ai dit oui, on va le faire. Je ne savais pas encore comment, vous voyez, c'est un peu l'histoire de l'Indien et du pèlerin, mais oui. et on l'a fait. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord commencé, étape 1, par faire partir les contrats temporaires. La flexibilité est là aussi, malheureusement. On a anticipé la prise de congé, on a commencé à envisager du chômage partiel, il nous fallait 87 jours, et puis on s'est rendu compte que ça ne suffirait pas. Donc on a tout simplement réfléchi à utiliser le Code du travail, et notamment l'article 1222-8, mis en place dans le cadre des lois Aubry sur les 35 heures, pour favoriser la baisse du temps de travail, et qui stipule qu'en cas d'accord majoritaire, donc plus de 50% avec les organisations syndicales, qui modifient les conditions soit de salaire, soit de temps de travail, toute personne qui refuse de se voir appliquer donc à son contrat de travail cet accord est réputée licenciée pour motif dit sui generis. Et donc nous l'avons mis en œuvre. Nous avons signé un accord on a démarré la négociation le 15 février 2009. Nous l'avons fini le 31 mars 2009. Alors l'urgence dictait d'aller très vite. Absolument. Il fallait produire, il fallait aboutir vite. Et donc le 1er avril, on était capable de mettre en œuvre les dispositions qu'on avait prises. Et donc ces dispositions étaient de baisser le cœur de la rémunération fixe de 20%, maintenir les rémunérations variables pour maintenir une forme de motivation, notamment chez les cadres, par exemple les bonus des cadres, mettre en place un système d'intéressement, ce qui peut paraître d'ailleurs illégal, mais ça faisait référence à l'année 2008 et non pas l'année 2009, qui, elle, avait été positive. Donc on a demandé à l'administration, évidemment, de valider ce dispositif. Donc on a mis en œuvre le fameux intéressement Sarkozy de 1 500 € exceptionnel, décembre 2008. Il y avait eu 2 mesures, décembre 2006, décembre 2008, 1 000 et 1 500 €. On l'a mis en œuvre de manière égalitaire, ce qui chez nous est presque un gros mot. Non, je plaisante, mais bon. Et donc on l'a distribué à hauteur de 1 500 € à tout le monde, ce qui évidemment ravissait la CGT qui demandait ce type de mesures depuis longtemps, et évidemment ça compensait les bas salaires d'une manière plus importante en proportion que les salaires des cadres. Bon. Avec le maintien des primes, par exemple de panier, d'équipe, de nuit, etc. pour les opérateurs, nous avons réussi à ne baisser la rémunération des opérateurs que de 3 à 7% sur l'ensemble de l'année, avec un démarrage du dispositif en avril, donc 9 mois sur 12, 3 ou 5%, c'est pas grand-chose. Maintien donc de l'emploi, on s'est engagé à ne licencier personne par écrit, et donc 9 sur 12, vous imaginez que ça fait 15%, donc on était, je dirais, de 3, 4, 5% à 15% de baisse de rémunération réelle, on ne parle pas de lissage ou de ne pas verser des augmentations. Et donc, les cadres, eux, ont eu cette baisse de rémunération de 15%, ont donné l'exemple. J'ai moi-même mis au pot 25 000 €, donc j'ai même pu raconter, en l'ayant vécu, que j'avais sauvé l'emploi d'un opérateur de l'usine à côté de mon bureau. Et je peux vous dire que ça a créé finalement une espèce de choc de solidarité, et pas de choc de simplification, où même la CGT a vu l'effort que, individuellement, chacun d'entre nous étions prêts à faire, y compris la direction et les dirigeants, et la CGT a signé cet accord. Donc il a été signé par toutes les organisations syndicales, CGT, CFDT, CGC, en tout cas du site dont on parle, puisqu'il y a plusieurs usines, là on est sur un site de 500 personnes, 92% du personnel ont signé des avenants à titre individuel. Parce qu'on était sur de la modification substantielle, donc il fallait l'accord de chacun. Absolument. Et donc, nous avons malheureusement été obligés de licencier sur 492 signataires, 39 personnes qui avaient refusé
cette mesure, mais sur les 39 personnes, vous en aviez au moins la moitié qui étaient au bord de la retraite et qui finalement avaient un gain bien compris à partir dans un cadre de licenciement, surtout dans la métallurgie et surtout quand on est cadre, c'est 18 mois de référence. Donc voilà une chose à réformer à la limite dans la métallurgie, mais c'est un autre sujet. Soit dit en passant. Donc certains cadres, effectivement, ont bénéficié d'un dispositif intéressant, sont partis dans de très bonnes conditions et finalement plutôt ravis. Il y a eu quelques cas individuels d'une quinzaine de personnes, où on a eu d'ailleurs quelques contentieux. C'est allé jusqu'en cassation, mais au final, on a créé un troisième motif légal de licenciement économique, on peut l'appeler comme ça, qui a été la matrice finalement du dispositif de maintien dans l'emploi de l'ANI de 2013, où au final, on a quand même licencié 39 personnes, donc plus de 10 personnes en moins de 30 jours, sans PSE, j'aurais tendance à dire virgule, légalement. Voilà, ce qui s'était jamais fait. Tout ça se dénoue comment? Parce qu'on était sur un accord à durée déterminée. On comprend bien, bon, le chiffre d'affaires s'effondre, on réduit les coûts, mais on sort comment de cette situation? Alors, il y a eu une forme de pari, parce qu'effectivement, on avait un accord temporaire avec retour de plein droit de l'ensemble de la rémunération et du temps de travail, puisqu'on était sur une baisse de rémunération concomitante à une baisse du temps de travail. On passait de 37h50 à 30 heures, avec baisse de rémunération concomitante. Et donc, dès le 1er janvier 2010, tout le monde revenait à 37h50 ou aux anciens dispositifs qui étaient les leurs, par exemple le forfait pour les cadres, avec retour de plein droit de la rémunération à 100%. Et donc la suite des événements, je dirais, n'était pas dans le plan. On était sur un dispositif temporaire, fort, de court terme, consensuel en interne, sans faire appel à du chômage partiel, puisqu'au final, on n'a demandé aucune journée de chômage partiel à l'État. Il y a une condition derrière, il faut que le business reparte. Alors, effectivement, le pari qu'on a fait, c'était que c'était une situation de crise très violente. Contrairement à l'automobile, je dirais, nous n'avions pas d'aide ou de subvention, puisque le secteur du... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un groupe comme Manitowoc, par exemple, les grues Potin, par exemple, c'est une baisse de chiffre d'affaires de 75% à l'époque. C'était colossal. La violence du choc est considérable. Et la question, Absolument. comment est-ce qu'on pilote ça quand on dirige une boîte? Donc on a tout simplement sauvé l'entreprise sur ce coup-là. Et donc, si la situation perdurait, soit on reprenait un dispositif du même type, mais là, il fallait que les gens suivent, et ce n'était pas certain, soit on mettait en œuvre effectivement les dispositifs légaux en vigueur, donc PSE, etc., livre 1, livre 2, enfin bon, tout le... Voilà. Qu'est-ce qui vous a permis, selon vous, d'obtenir un pacte social sur un accord qui, sur le plan juridique, était quand même un peu novateur, où on tirait par les cheveux, ou détournait, de façon tout à fait légale, mais une disposition? Qu'est-ce qui fait qu'on emporte une signature unanime? Qu'est-ce qui fait... Est-ce qu'en gros, c'est transposable partout? Est-ce qu'il y a des prérequis dans la situation du dialogue social, dans le contexte de l'entreprise? Intuitivement, c'est compliqué d'objectiver. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qui est de l'ordre de l'évidence, société familiale, très ancrée à la fois régionalement et très présente sur le plan international, avec les arbitrages que vous pouvez imaginer, et les menaces qui vont avec, parce que faut aussi parler clairement des choses. On arbitre tous les jours sur des investissements. On est très présent en Inde, entre l'Inde, la France, l'Italie. Où ouvrons-nous la prochaine usine? Est-ce qu'on étend l'usine française? Évidemment, ça joue. Ne pas en parler serait criminel. Donc, il y a tous ces aspects-là. Le fait d'avoir une politique sociale, un levier finalement, d'avoir utilisé comme un levier une vraie politique sociale très ancienne, avec une confiance autour de cette politique sociale, un consensus autour de la santé de l'entreprise, donc tout un ensemble de choses à la fois liées aux racines locales et à l'exposition internationale qu'on connaît bien, mais c'est aussi la rencontre finalement de mon expérience sociale, puisque que ce soit chez Labinal, où j'ai beaucoup utilisé le chômage partiel dans les années 95, à l'époque où Martine Aubry montait à la tribune de l'Assemblée nationale pour dénoncer les constructeurs automobiles sur le sujet, j'ai beaucoup utilisé ce dispositif. J'ai sauvé la seule usine française de câblage automobile qui existait encore
il y a une dizaine d'années, avec un emploi peu qualifié, féminin, provincial. Je l'ai sauvée et elle est restée encore très longtemps après les autres, qui sont toutes parties, notamment dans le nord de l'Afrique. Donc on a pu sauver des entreprises par le biais du chômage partiel. J'avais cette expérience, mais j'avais aussi une autre expérience chez Carnot Metal Box, qui était en fait Kronkork, où c'était un site de 650 personnes, très syndiqué, très syndiqué, très dur. Vous en avez parlé, avec Lutte ouvrière, le syndicat du livre CGT, la métallurgie CGT, la CFDT, la CGC, enfin la totale. Et à chaque fois qu'il fallait faire un investissement à Laon, puisqu'on parle de l'usine Carnot Metal Box de Laon, qui existe encore d'ailleurs, je vous le dis parce qu'il y a prescription, et c'est des choses qui ont une vingtaine d'années, donc on va peut-être le dire, mais en face, vous savez, des investissements, il y avait une mention rouge qui était écrite par le siège de Philadelphie qui voulait dire « social hurdle ». Ça veut dire barrière sociale, vous voyez. Et donc tous les jours, il fallait qu'on se batte pour expliquer au siège que les investissements, ça valait le coup en France. Et ben, on y est arrivé, on a pu faire des choses. On a, entre autres choses d'ailleurs, cassé l'application du livre dans une entreprise de la métallurgie, ce qui est une aberration absolue, mais c'était comme ça, c'était le passé. Donc on a expliqué énormément, par des relations de qualité, de confiance, y compris avec les délégués de CGT du livre, et avec lesquels finalement, à la fin de l'histoire, on s'entendait, on discutait, et ils venaient me demander des conseils, et je pouvais leur parler tout à fait normalement, même si on a eu des périodes très dures. Et donc c'est la rencontre finalement d'une entreprise à la fois très locale, très internationale, avec des racines fortes, d'un consensus de l'environnement finalement régional où les gens de la région de Compiègne, de Senlis, etc. sont attachés à cette entreprise-là, qui est picarde, et puis de mon expérience personnelle, et je dois le dire, de représentants du personnel qui ont été des gens fantastiques, vraiment fantastiques, de tous les syndicats, et notamment d'ailleurs je pense à un jeune délégué CGT qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus ni CGT ni délégué, mais puisque son syndicat a quand même attaqué l'entreprise malgré les... Enfin bon, voilà. Et donc à ce jeune délégué CGT qui a eu le courage finalement de jouer le consensus interne, de signer un accord et en plus de se comporter d'une telle manière qu'il n'en a absolument pas eu le bénéfice, contrairement à d'autres, lui à titre personnel. Donc il a été vraiment d'une grande honnêteté, d'une exemplarité que je salue et d'une intelligence. Et ce gars-là n'était qu'ouvrier. Donc vous voyez comme quoi, dans toutes les catégories de la population, on trouve des gens fantastiques. L'intelligence et la posture constructive peut exister partout dans l'entreprise. Vous faisiez un parallèle d'ailleurs avec on regarde souvent le modèle allemand, mais les cultures d'entreprise du Mittelstand allemande, ces entreprises, ces grosses ETI familiales qui nous manquent et qui nous manquent dans le tissu industriel français. Vous retrouviez assez bien dans ces formats de... Oui, parce que ça réunit en fait ce que nous on appelle en interne l'équilibre des parties prenantes. C'est un concept qui peut paraître un peu fumeux, mais qui en réalité a une grande force. Ça suppose une chose très simple, c'est qu'un chef d'entreprise, il a l'obligation, mais pour que son business puisse vivre, ça n'est même pas une position de principe ou quelque chose d'idéologique, il est contraint de rendre satisfait toutes les parties prenantes qui collaborent au fonctionnement de l'entreprise. Donc les fournisseurs, évidemment les actionnaires, les salariés, l'État, les banques, les institutions, l'ensemble des institutions, des personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre, même assez lointaine, au bon fonctionnement de l'entreprise. Il est obligé de les satisfaire. Et ça, on ne mesure, particulièrement en France malheureusement, on ne mesure absolument pas le sommet absolu de contraintes que cela peut représenter. Il y a guère finalement que des fonctions comme les prêtres dans des confessionnaux ou je ne sais pas quoi qui sont contraints de prendre sur eux toute la misère finalement de leurs interlocuteurs. Mais finalement, un chef d'entreprise et un prêtre, c'est de ce point de vue-là, uniquement, on est bien d'accord, c'est un peu la même chose. Et donc, je trouve que ça mérite le respect, vraiment, et que nos politiques devraient apprendre plus à respecter ça et à moins instrumentaliser l'entreprise comme un objet politique. L'entreprise n'est pas un objet politique.
c'est un objet syndical, c'est un objet social, à vocation économique, avec des parties prenantes qui ont leur mode de fonctionnement. Peut-être un mot quand même, parce qu'on se dit les choses entre nous, Charles Verbeek. Là, le tableau est idyllique. Rassurez-nous, ça ne vous exonère pas de la vraie vie du DRH. Vous aussi, vous avez des négociations sociales qui peuvent être compliquées, vous pouvez avoir des accords qui achoppent. Je crois que vous négociez actuellement sur l'annualisation du temps de travail. Ce n'est pas parce qu'on a cette histoire que derrière tout est simple. Absolument, absolument. On a aussi nos échecs, et c'est de nos échecs qu'on apprend le plus. Mais justement, cette histoire, elle est très intéressante. Nous avons un grand client, qui est une société très connue. D'ailleurs, c'est la société Caterpillar, qui a annoncé dans la presse partout au niveau mondial la suppression de 10 000 emplois en septembre 2015. Cette société a déjà supprimé 31 000 emplois depuis 2013. Et il y a une usine en Belgique, à Charleroi, qui a 3 700 emplois et qui est un de nos clients. Et ces gens-là sont venus me voir et m'ont dit « Mais vous avez mis en place des accords d'annualisation chez Poquelin, on est intéressé, et on est intéressé pour aller convaincre notre siège américain qu'on peut faire de la flexibilité en Belgique et maintenir des emplois en Belgique. » Donc ça, c'est la preuve manifeste que le dialogue social à la française, non seulement il peut être efficace, mais qu'il peut être exemplaire de ce point de vue-là. Donc c'est la face positive finalement des 35 heures. On a tellement réfléchi à la flexibilité qu'au final, on est devenu expert. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Il y a des outils, on produit des outils. Absolument. Et le paradoxe, c'est que le fameux site de Verberie dont j'ai parlé, donc notre siège et notre usine historique française, le site de 500 personnes dont j'ai parlé, est le seul site qui, dans le groupe, ne veut pas signer l'accord d'annualisation. C'est étonnant. Et l'explication, elle en est simple, c'est qu'on a tellement raffiné, tellement créé de comptes épargne-temps, de systèmes de banque d'heures, on a cocooné nos salariés, on a fait de la gestion, mais au sens propre, de la gestion individualisée de leur temps de travail, qu'ils peuvent finalement se gérer. Ils peuvent, par exemple, partir à 14h le vendredi, le collègue partira à 16h ou 17h, s'il est venu 2 heures plus tôt le lundi ou le mardi, un exemple. Bon. Et donc, on a des techniciens et des ingénieurs, finalement, par exemple, au bureau d'études, mais aux méthodes aussi dans les usines, qui sont tellement heureux qu'évidemment, ils ne veulent pas signer d'accords d'annualisation qui, pourtant, pourraient être intéressants, mais on est déjà finalement à un autre degré. On est à un autre degré de dialogue social. Et là, au final, pour répondre à votre question, c'est un échec, mais qui symbolise aussi le fait qu'en France, puis j'en finirai par là, en France, je pense qu'on a déjà finalement beaucoup négocié, qu'on n'a peut-être pas tout négocié, mais presque, et que j'aurais tendance à dire qu'on doit renouer un dialogue du type indien-pèlerin pour se connaître, que les syndicats voient finalement l'effort qui est fait côté dirigeant dans l'équilibre des parties prenantes, que le dirigeant fasse plus que de dire bonjour, qu'il soit attentif, je dirais, vraiment aux personnes et pas seulement aux individus ou aux salariés, ce qui est très compliqué dans une entreprise que gère mon collègue, très très compliqué. J'ai la chance d'avoir des dirigeants français, locaux, qui peuvent être accessibles au final. Ça, c'est une vraie chance. Je vais faire réagir Véronique Descac, actrice du dialogue social, de l'autre côté, la CFDT. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre? D'abord, je trouve l'histoire assez savoureuse. En 2016, dans le contexte dans lequel on est, cette histoire dans laquelle on a utilisé l'ingénierie de la loi Aubry pour faire des accords de maintien dans l'emploi avec des licenciements sui generis, j'espère que vous avez eu l'occasion de lui raconter. Ah bah c'est savoureux, parce qu'aujourd'hui, les outils sont cadrés et on donne... Elle a l'air d'avoir oublié. Bon. Mais plus sérieusement, moi, ça m'inspire deux choses. D'abord, que ces histoires-là, même si la technique que vous avez employée est probablement très innovante et assez rare, mais ces histoires-là, elles sont relativement fréquentes, finalement. Et vous le savez bien, d'ailleurs, dans les métiers de l'industrie, des entreprises sauvées par le dialogue social, ça existe
finalement, très souvent, hélas, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle plus des conflits sociaux. Et ça doit servir à ça aussi. Et ça doit servir à ça, bien sûr, ça doit servir à ça. D'ailleurs, pour reprendre une des expressions qui a été employée dans l'introduction, le progrès économique et le progrès social, ça va ensemble. Bien sûr que dans une situation de difficulté économique du pays ou d'une entreprise, il n'y a pas de progrès social possible. Donc, et ça, les salariés dans les entreprises, quand ils négocient, ils le savent bien. La deuxième chose, ça fait aussi le lien pour moi avec des choses qui ont été dites ou dans l'introduction ou par vous, monsieur, tout à l'heure, sur le droit à l'erreur ou le droit à l'expérimentation. Sur cette question précisément des accords de maintien dans l'emploi, et puis il y a quelque chose qui a été dit aussi dans l'introduction sur le changement de culture. On a un défi qui est posé dans notre pays, c'est qu'il faut, de part et d'autre, qu'on change de culture sur le dialogue social. Moi, j'ai l'impression que dans le camp des organisations syndicales, c'est en train de se faire, puisque les organisations syndicales réformistes sont majoritaires dans ce pays. Légèrement, légèrement, mais elles le sont. Et puis les résultats électoraux nous laissent à entendre que ça pourrait être encore un peu mieux l'année prochaine. Et moi, je vis ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le camp des organisations syndicales comme une espèce de crispation ultime, justement, d'un monde qui est en train de... peut-être pas de mourir, n'exagérons pas, mais enfin, en tout cas, qui va de plus en plus mal et qui a compris que les difficultés étaient de son côté maintenant. Donc les cultures doivent changer. Et l'histoire des accords de maintien dans l'emploi et des différentes tentatives qu'on a essayé de faire, c'est typiquement ça. La culture qui change doucement et des expérimentations qui ont été mises en œuvre. Il y a eu déjà avant 2013, il y a eu 2013, et puis finalement on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, le professeur Langlois les a bien expliquées tout à l'heure. C'est-à-dire que si d'une part, on est obligé de négocier des plans sociaux, et que du coup, au travers de la négociation du plan social, on coûte cher à l'entreprise, on incite au départ, et en particulier on incite au départ des salariés les plus compétents, à la fin, on a quoi? On a joué contre le camp des salariés qui ont fait des efforts et qui restent dans l'entreprise, contre le camp de l'entreprise qui a perdu ses compétences et qui a dépensé beaucoup d'argent dans un plan social. Il a fallu qu'on aille de modification législative en modification législative pour s'apercevoir, quand on a fait le bilan de 2013, que ça ne marchait pas. Les gens qui s'étaient vraiment mis dans le cadre juridique des accords de maintien dans l'emploi. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé finalement à la loi El Khomri avec les dispositifs qu'on fait et dont nous on a soutenu l'idée qu'au nom de l'intérêt général, l'accord collectif pouvait primer sur le contrat de travail. Et on a soutenu aussi l'idée qu'au nom de l'intérêt général, des salariés comme de l'entreprise, le licenciement n'avait pas à être économique mais pouvait être sui generis, même si la formulation de la loi est un peu alambiquée. Bref, c'est ça quand même au bout du compte. Parce qu'il s'agissait de ne pas faire en sorte que les plus qualifiés saisissent des opportunités pour partir dans le cadre d'un plan social avantageux et qu'encore une fois l'intérêt général. L'intérêt du collectif primant, voilà. Donc, moi, c'est peut-être la leçon que je retiendrai de votre histoire, c'est que d'abord ça arrive souvent, et ensuite ça a permis de faire avancer la culture du dialogue social de part et d'autre, et qu'au fond, ce qui est quand même extrêmement étonnant, c'est que dans la loi travail d'aujourd'hui, il y a encore 2 ans, cette fameuse article, je crois qu'il doit être le 11, je crois, aujourd'hui, dans la loi, ça aurait créé un pugilat terrible. Il y a encore 2 ans, dans la négociation de 2013, on n'aurait pas pu aller. Et aujourd'hui, on parle de tout et de n'importe quoi dans la loi travail, mais on parle pas du tout de celui-là, qui passe comme une lettre à la poste, parce que juste, on s'est rendu compte que c'était utile pour les entreprises comme pour les salariés. Comme quoi, en dépit du bruit de fond, les choses avancent. Alexandre d'Hauteville, alors d'abord peut-être une réaction sur ce que vous venez d'entendre, puis on va aller voir la façon dont vous avez orchestré la transformation du dialogue social chez nous. C'est tellement vrai qu'on s'adapte. La loi changeant tout le temps, on est obligé de s'adapter tout le temps. Donc, et de prendre des risques. Ce qui est important, c'est une relative transparence avec les interlocuteurs qui, du jour au lendemain, peuvent effectivement, si la confiance est brisée, vous mettre devant un tribunal. Je reviens extrêmement rapidement. Une fois ce jugement, on en est sorti épuisé, avec un ras-le-bol complet. Je ne veux dire plus jamais ça. Donc le contexte, c'était la condamnation pénale. Hein. Vous gagnez au civil ou perdez au pénal. On avait essayé. Donc on ne veut plus ça. Et c'était partagé par les syndicats qui avaient passé beaucoup de temps, par la direction, où chaque fois qu'on parlait en CE, on parlait en sachant qu'on était enregistré, on parlait au juge. Donc bon, c'est un peu épuisant. On dévoie complètement.
dialogue social. Donc l'objectif, c'était de le déjudiciariser, tout en restant tout de même rigoureux sur l'essentiel. Et on a comme ça reconstruit et on recrée un dialogue. J'ai un exemple concret, enfin j'en ai plein. Négociation d'un accord de dialogue social. Du standard. On fait ça partout en général, c'est des moyens, un peu d'argent, un peu voilà, vous le dites, des outils. Vous le dites, d'année en année, enfin de renouvellement de l'accord en renouvellement de l'accord, on prenait le premier, l'initial, on changeait les montants, on est passé quand même de francs en euros, mais on changeait les montants et puis on donnait un peu plus. Voilà. Donc c'était pas intéressant. Et à un moment, je suis arrivé et j'ai dit, bon, je ne vais pas signer ni négocier un accord de dialogue social comme celui-là, qui n'est pas un accord de dialogue social, mais un accord de moyens. Et dans la discussion autour de table, en réaction, j'ai dit, qu'est-ce qu'un accord de dialogue social? Chaque organisation syndicale, y compris la direction, avait sa propre définition du dialogue social. Alors, ça allait du sens collectif, ou ça allait, je vous laisse deviner, l'accord social, c'est un accord donnant des moyens aux organisations syndicales pour rééquilibrer le rapport de force entre la direction et les salariés. Bon, ok. Donc on a essayé de sortir de ces carcans et en disant, bon, et on a cherché à percer tous les abcès qui peuvent être la carrière des représentants du personnel, les procédures d'information-consultation, les négociations, les engagements, bon. Et on est passé par une médiation. On a fait appel à un médiateur qui a agi comme un médecin, entre guillemets. Et donc il a fait le tour de tout le monde. Tout le monde a vidé son sac, y compris la direction. Et il a sorti comment on appelle ça, une cartographie des attentes des uns ou des autres. Donc du coup, nous, comme on est une population d'ingénieurs, on a regardé, on s'est dit, tiens, il y a quand même des choses qui correspondent. C'est pas si incohérent. Voilà. Et donc on s'est rassis, en sachant tout ce qui fâchait, tout ce qui ne fâchait pas. On a gagné un temps extraordinaire, et nos discussions et la façon dont on travaille maintenant sont beaucoup plus apaisées, en confiance. C'est aussi une confiance se détruit très vite, mais met du temps à se reconstruire. Et c'est ce qu'on a fait. Et on est sur le point d'aboutir, donc c'est plutôt pas mal. Et on y aborde quoi au-delà des moyens? Parce qu'il y a des sujets comme la carrière, par exemple, des porteurs de mandat, ça c'est des vrais sujets. Est-ce qu'on fait des professionnels de la négociation, mais qui risquent de se couper de leur réalité de travail ou d'entreprise? Vous en êtes où? Et dans l'accord que vous construisez, quelles sont les idées? Très simplement, l'objectif, c'est, pour les organisations syndicales et pour nous, c'est que ça ne soit pas toujours, toute la vie, les mêmes, d'élection en élection. Alors c'est vrai que la loi a changé et a permis à certains d'être sortis ou d'autres de rentrer un peu plus facilement qu'avant, mais l'objectif, ce n'était pas passer par l'élection, c'était que être représentant du personnel était, dans une carrière d'un ingénieur, quelque chose de normal, ou sinon normal, pas anormal. De non anormal, voilà. Déjà. On va déjà passer par cette première étape. Et donc l'idée, c'était comment je mets en visibilité l'impact, c'est notre terme à la mode, en tout cas l'impact du rôle du représentant du personnel d'un point de vue économique, d'un point de vue business, dans le fonctionnement de l'entreprise. Et donc lui donner beaucoup de lumière. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, quand ton collaborateur qui est élu n'est pas dans ton équipe en train de travailler et qu'il est en CE ou en négociation, il travaille. Et non, ça n'est pas un hobby. Parce qu'on a entendu ça. Ni une planque, ni un placard, ni des vacances. Alors, faut pas faire de l'angélisme. On a de tout. L'avantage des représentants du personnel, c'est qu'ils représentent tout le personnel, y compris les moins bons. Pas seulement. Comment? Mais pas seulement. Mais donc, nous, notre intérêt, j'ai des discussions extrêmement intéressantes avec la corporation. Alexandre, je veux que tu mettes les hauts potentiels élus. Alors, bon, il a bien compris que je n'avais pas qu'il soit candidat peut-être une chose, mais qu'il soit élu en est une autre. Donc, j'ai pas le droit de vote, moi. Donc, mais c'était intéressant de voir
le travail qu'on a pu faire aussi avec la coopération, de l'intérêt aussi et de l'intérêt économique, clairement, en termes d'attractivité pour le pays, d'un CE qui arrive à être pragmatique. Alors ça fait un peu chic, on arrive à se mettre aussi dessus. Non, rassurez-nous, c'est la vraie vie, bien sûr. C'est la vraie vie, mais on le fait avec cet intérêt des salariés qui étaient aussi des intérêts de l'entreprise, et ce travail est constant. Je crois que vous avez notamment intégré la question du dialogue social, la question sociale, dans les dispositifs d'évaluation des managers. Oui. Ça fait partie des moyens de... Oui, oui. On marche par objectif chez Microsoft et par scorecard. Donc une scorecard, c'est des indicateurs qui permettent d'évaluer un certain nombre d'atteintes d'objectifs. Bien. Et on a mis un indicateur dialogue social, ou des objectifs dialogue social auprès des managers et auprès des représentants du personnel, auprès de tout le monde, finalement. Comment un manager, et surtout s'il est élevé, à commencer donc par notre dirigeant en France, Alain Crozier, dans ses objectifs, c'est que le dialogue social se passe correctement en France. Donc c'est clairement Jean-Philippe Courtois, au niveau président Microsoft International, qui disait à Alain Crozier, président France, voilà, un des objectifs et une partie de ta rémunération est liée au bon dialogue social. Alors après, on doit définir ce qu'est le bon dialogue social. C'est que les projets arrivent en temps et en heure, avec aussi les forces de construction. Donc véritablement, finalement, j'avais qu'à recopier dans mon accord de dialogue social les objectifs d'Alain, et je le signais presque. On le décline au niveau du management, du haut management, on le décline aussi au niveau du management intermédiaire, parce que le premier interlocuteur du collaborateur, c'est son manager de proximité. Et souvent, enfin, je vais répéter une évidence, on rejoint une entreprise pour l'entreprise et on quitte une entreprise à cause de son manager. Souvent, il ne faut pas généraliser. Et donc ça participe de la transformation et du fait de placer clairement le dialogue social comme étant un élément. C'est un élément de la vie de l'entreprise. Alors c'est pas facile tous les jours, mais on en convient. Et je pense qu'ici, vous êtes entendu. Alain Verbeek, chez vous, sur le parcours de vos IRP, vous avez raconté notamment celui de le CGTiste qui finalement est sorti du jeu. Est-ce que c'est un sujet pour vous, à la fois le sourcing, le renouvellement, les gens qui sortent ou pas de mandat pour reprendre une carrière standard? Est-ce que c'est un sujet ? Oui, c'est toujours un sujet, notamment de trouver des nouveaux talents dans ce domaine-là. On essaye de ne pas intervenir du tout, hein, c'est pas notre job. Pour autant, on incite, effectivement, on communique, on essaie de faciliter les choses, d'avoir un dialogue. Mais oui, c'est toujours un vrai problème, notamment chez les jeunes générations, les plus jeunes, et notamment dans les fonctions de bureau d'études, où là c'est compliqué. Parce que les gens pas envie, pas de bonne image du syndicalisme, du militantisme. Oui, c'est plutôt ça, absolument. Et même face à une direction qui veut dialoguer, qui a une histoire de ce point de vue-là et des preuves à montrer de ce point de vue-là, même avec nous, finalement, c'est pas facile. On l'a déjà dit avec l'annualisation, mais je dirais ça va encore s'aggraver parce que le problème, il ne fait que commencer au final. On est aux États-Unis, il y a 34%, c'est la fameuse étude de l'Institut de l'entreprise sur la France du Bon Coin, il y a 34% de travailleurs qui sont non salariés. En France, on est à 10%. Donc on va vers, on va dire une moitié des travailleurs, je mets les guillemets à ce terme, mais qui a le mérite d'être clair, qui sont non salariés. Qui seront non salariés. Donc il y a une problématique déjà d'un monde globalisé, complexe, auquel la France finalement n'a pas su s'adapter dans les années 90, notamment pour sa partie industrielle. Et donc nous avons, nous industriels, un enjeu fort, très fort, au travers de l'usine dite 4.0, c'est-à-dire la 4e révolution industrielle, lancée d'ailleurs en Allemagne, mais que la France suit de très près. Et là, il est fondamental qu'en France, nous réussissions cette 4e révolution industrielle si l'on veut rester un pays fort, un pays à la tête
de l'innovation avec des usines et une industrie qui marche. Et je dirais que le dialogue social doit permettre ce succès et que malheureusement on vit un décalage qui finalement est de plus en plus fort entre la capacité du dialogue social à s'adapter, on le voit bien avec la loi El Khomri, malheureusement, et les enjeux qui sont devant nous et qui sont gigantesques. Et finalement, personne ne sait comment tout ça va retomber. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'adapter très très vite, qu'il faut retrouver une espèce de magie finalement du dialogue social, un sens, et la France, je vais en conclure là, mais la France malheureusement n'a trop souvent eu que des réponses technocratiques et complexes. Face à la complexité du monde, aux évolutions très rapides, la tendance c'est à ce qu'on appellerait en grec l'hypernomie, c'est-à-dire la création du droit. Bon, ça c'est plus possible physiquement parlant, c'est-à-dire que non seulement ça n'a plus de sens, mais ça n'a plus ça devient absurde si vous voulez. Donc il faut retrouver du sens, non pas simplifier, mais reposer des bases d'un droit efficace qui garantisse vraiment les salariés et qui soit dynamique pour permettre à l'entreprise de s'adapter. Donc l'usine 4.0, c'est des usines connectées dans lesquelles finalement tous les postes de travail vont communiquer entre eux, toutes les machines vont communiquer avec les postes de travail et avec les salariés, où tout ça va être totalement interfacé, et donc entre, je dirais, l'usine du futur, le travailleur non salarié, le code du travail français, ces 3500 pages, ces 10 000 articles, il est out. C'est même pas une question de point de vue, c'est factuel. Voilà. Alors, je reviens sur notre casting du dialogue social, puisqu'on a besoin, et Alain Verbier vient de montrer, d'un dialogue social qui donne un peu de souplesse et de capacité d'adaptation. La question du casting, parce qu'il faut des acteurs aussi. Il faut des acteurs qui acceptent de consacrer du temps, qui montent en compétences, notamment sur le sujet juridique, parce que finalement, on est producteur de normes internes à l'entreprise. Comment est-ce qu'on gère ça du point de vue de l'organisation syndicale et de votre vécu dans la banque? Alors d'abord, nous, on essaye de sensibiliser nos organisations, qu'on appelle nos organisations intermédiaires, nos fédérations et nos régions, au fait qu'on va devoir aussi, notre métier à nous, de syndicalistes, va devoir profondément se transformer à la confédération, comme dans les fédérations professionnelles, comme dans les régions. Et on leur dit, il faut vous mettre en mode accompagnement des équipes de terrain. Au fond, ce qui compte, c'est la capacité des militants de terrain à être accompagnés, à être formés, à trouver les ressources dont elles ont besoin pour exercer leur boulot. Et donc, ça va profondément changer l'organisation même interne des organisations syndicales, jusqu'aux confédérations. On va devoir changer de métier. Parce que le projet de loi El Khomri, finalement, il redonne, il réaffirme la puissance, en quelque sorte, c'est ça, de la négociation en entreprise. C'est pour ça que je partage complètement le constat de ce qui vient d'être dit. En même temps, je suis peut-être plus optimiste parce que je pense que la loi, justement, travail, elle va permettre ça. Attacher des droits aux personnes pour permettre, y compris des choix aux individus, tout en leur garantissant des protections. Faire confiance au terrain pour trouver des solutions quand les questions se posent, avec quand même un socle de garantie collective qui va perdurer. Donc, moi, je pense qu'on va vers ça inéluctablement et que finalement, à bas bruit, c'est en train de se faire. Je dis à bas bruit parce qu'effectivement, ça se fait, mais ça fait moins de bruit que les gens qui font le tour de la place de la Bastille. Alors, sur la question des compétences, je dis les accompagner, donc ça, il faut qu'on change de métier. Et puis, la question des parcours professionnels qui était soulevée tout à l'heure est absolument majeure, je suis d'accord. C'est pour ça que l'année dernière, quand on a dans les discussions sur la loi Rebsamen, donc sur la modernisation du dialogue social, ça a été un des enjeux importants. Alors, on avait pré-négocié ça avant, dans la fameuse négociation qui a échoué. Enfin, on en avait quand même beaucoup parlé. On avait convenu, effectivement, qu'il y avait un enjeu à, d'une part, de votre point de vue, valoriser l'exercice du mandat, vous en avez parlé, mais aussi permettre à celui qui s'investit de ne pas perdre sa compétence professionnelle, de ne pas perdre son métier, de garder finalement son identité professionnelle, en évitant autant que possible, nous on y croit très fort à ça, en évitant autant que possible de créer des permanents, c'est-à-dire des gens qui sont à 100% des permanents et qui du coup quand ils s'engagent ont beaucoup de mal à être réintégrés après, en évitant de les éloigner trop de la formation professionnelle pendant trop longtemps, y compris de la formation interne, de la mise à jour des connaissances et des compétences internes, de permettre des allers-retours faciles,
un peu plus facile qu'aujourd'hui. Donc c'est tout un tas de dispositifs comme l'entretien avant la prise du mandat, au retour dans le mandat, etc. Et pour nous, c'est un enjeu encore plus important parce que c'est ça qui va donner envie de s'engager aux gens. Les gens n'ont plus envie d'entrer en sacerdoce dans le syndicalisme, même comme moi je suis entrée parce que je trouvais que c'était, parce que je croyais que c'était ça la vie. Les jeunes n'ont plus envie de faire ça maintenant. Voilà, c'est aussi ça. Les jeunes n'ont plus envie de faire ça maintenant. Ils ont envie de s'engager un moment parce qu'un thème leur plaît, parce qu'un sujet les intéresse, mais ils n'ont pas envie de faire ça toute leur vie. Surtout que les carrières professionnelles vont être plus longues, plus diverses, etc. Donc il faut donner la possibilité aux gens de s'engager pour un moment, de s'engager pour une partie de son temps, mais pas tout son temps, et puis de continuer à quand même avoir envie de conserver son identité professionnelle et à l'exercer, être infirmière en même temps qu'être militante. Et sans être vécu comme le perturbateur de l'équipe. Sans être vécu comme le perturbateur de l'équipe, ça dépend beaucoup des employeurs. Il y a des stratégies qu'on connaît bien, refiler la charge de travail aux petits collègues pour essayer... Bon. Mais je pense que ça, les cultures changeant, ça va exister de moins en moins si tout le monde comprend effectivement que le dialogue social, ça a un intérêt pour l'entreprise. Alors l'histoire que je voulais raconter, mais j'ai pensé à ça en vous écoutant tout à l'heure, c'est que quand j'étais à la Fédération de la Banque, j'avais une équipe, un délégué syndical d'une banque de taille intermédiaire, on va dire. Alors il faisait 60% aux élections professionnelles, pourtant il y avait toutes les organisations, les 5 qui étaient représentatives. Et alors on essayait toujours de savoir comment il faisait. Alors Quel est le secret? Il faisait beaucoup de développement, il était très très proche des salariés, il allait les voir tout le temps, etc. Mais surtout, il nous expliquait comment il recrutait les adhérents, les simples adhérents. Il disait, moi quand je reçois un adhérent, quand je reçois quelqu'un qui veut adhérer, je ne prends pas son adhésion d'office. Je discute avec lui d'abord, je veux savoir si professionnellement c'est quelqu'un de compétent. Parce que je tiens à l'image de la CFDT et je sélectionne aussi mes adhérents en fonction de leurs compétences professionnelles. Extraordinaire. Et il avait une très très grosse section. Du marketing syndical. Je rebondis juste sur l'anecdote. Un syndicat chez nous disait, pour appeler les candidats, tu vas voir autant d'informations qu'un comité de direction. Ce qui est vrai. C'est vrai. Bon, un peu expurgé, mais véritablement, c'est ça. Donc une visibilité, une vision de l'entreprise unique. Vous l'avez compris. Et ce qui veut dire qu'à la sortie, si tu l'utilises intelligemment et que l'entreprise est un terreau fertile pour ça, on saura utiliser cette hauteur de vue et cette compétence, voire cet art de la négociation, cette montée en puissance juridique aussi. Voilà qui est plutôt un gage d'optimisme, me semble-t-il. Ouais. Un petit point quand même, et je pense qu'il serait difficile de conclure encore sur cette table ronde, ce qui sera toujours frustrant, sans aborder la question de la sortie de crise. Dans la situation compliquée que nous vivons, on sort comment de la situation? Je pense au contexte autour de la loi travail ou... Si je le savais. Bon, vu de chez nous, vu de la CFDT, évidemment, nous, on a le sentiment que depuis le début, on a fait notre travail, à savoir qu'on a contesté les dispositions du texte qui ne nous plaisaient pas, qu'on a fait des contre-propositions, on en a fait beaucoup. On a fait plus de 50 pages de contre-propositions au moment où la loi est sortie. On estime qu'aujourd'hui, le texte, il est équilibré, qu'il protège les salariés, qu'il permet tout de même aux entreprises d'être plus agiles. Donc on estime que ce texte va dans le bon sens, même si, évidemment... toujours, tout est perfectible, la négociation aussi, par essence, c'est un compromis. Donc on sait qu'on aurait toujours pu, si on se place d'un côté ou d'autre, faire mieux. Donc nous, on pense que maintenant, c'est comme en démocratie, hein, il y a un temps pour l'appropriation, il y a un temps pour le débat, il y a un temps pour les décisions. Nous, maintenant, on pense que les 2 premiers temps ayant eu lieu, le temps de la décision est venu. Alors, Alexandre d'Hauteville. Je pensais à une réponse, on crée une commission. Mais... non, ça c'est interdit, ça. Je suis assez d'accord. Il y a un moment, il y a un temps pour tout. Alto feu, alto sketch, on arrête. Et on avance. Donc, il y a un moment... nous, on a eu alors, je reviens au niveau local. Hein, on a eu des négociations, effectivement, qui tournaient en rond et qui n'aboutissaient plus. Du coup, on a arrêté. Et on s'est dit, bon, on se reverra plus tard. Parce que de toute façon, soit un mauvais accord allait en sortir, soit une décision unilatérale allait en sortir, soit un accord signé à l'arrache avec un syndicat qui a un peu plus de 30%, avec une quasi-certitude d'avoir l'opposition de la majorité. Donc il y a un moment, je dis, écoutez, on arrête, on se reverra plus tard. C'est une des illustrations de ce que peut être le point de sortie. Alain Verbeek.
sur la sortie de la situation conflictuelle actuelle. C'est pareil, j'en sais pas grand-chose. En tout cas, j'éviterai de demander à un Indien passant dans la rue, mais ce qui est sûr, c'est que la France n'est pas un pays libéral. Mais au fond, ce n'est pas non plus un pays socialiste. On n'est ni socialiste ni libéraux. On est autre chose. Et je trouve que le temps qui est perdu désormais, depuis finalement très longtemps, ne se rattrape pas, ne peut pas se rattraper, et que la France est un pays qui nécessite, de par son histoire, on a quand même inventé les corporations sous l'Ancien Régime, vous vous rendez compte ? Bon. On les a annulées pendant la Révolution, remis à d'autres moments, etc. Finalement, la France est un pays qui se situe un peu entre les deux, qui est aussi un peu corporatiste, qu'on le veuille ou non. Et je pense que le secret de tout ça, c'est de tenir compte de cette spécificité, c'est-à-dire de préparer très en amont, finalement, avec l'ensemble des parties prenantes, comme dans une entreprise, mais avec l'ensemble des différentes corporations, les points bloquants, comme dans un projet finalement, oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais les points bloquants qui peuvent... apparemment, il y a des points bloquants à l'extérieur ou des Indiens qui courent dans la rue, mais... Il ne nous arrivera rien, tout va bien. Et donc, les points bloquants, je dirais, corporation par corporation, métier par métier, difficulté par difficulté. Nous sommes un vieux pays, un pays exigeant, un pays qui a une longue histoire, et on ne peut pas réformer comme on l'a fait. Donc le temps perdu, non seulement des 4 ou 5 dernières années, mais on va dire des 10, 20 ou 30 dernières années, ne se rattrapera pas comme ça. L'évolution du monde est très rapide, je l'ai dit tout à l'heure, et on est en train d'être pris finalement dans un effet de ciseaux qu'on ne maîtrise sans doute déjà plus. Donc je suis assez pessimiste. Néanmoins, ayant fait ce que j'ai fait, je pense que les solutions sont possibles, mais il faut les prendre à la racine, en amont et de manière très positive. Et les acteurs existent, on l'a vu.